Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Layani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du marché international de Rungis. Vous êtes aussi PDG de la Cemaris, qui est la société qui gère ce marché. Alors, le marché de Rungis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde en soi. C'est un marché qui réunit en un seul endroit, à Rungis, près de Paris, des grossistes qui vendent tout ce que la France peut produire. Des fruits, des légumes qu'on voit ici, de la viande, des poissons, des fleurs, des produits laitiers et même des plats gastronomiques. C'est un endroit stratégique aussi, puisque c'est à Rungis qu'on s'approvisionne, que s'approvisionnent les commerçants, les restaurateurs. Et alors, pour donner une idée de ce qu'est Rungis, qui est le plus grand marché de produits frais du monde, on va juste donner quelques chiffres. C'est un marché qui s'étend sur plus de 230 hectares. Mais c'est plus grand que Monaco. C'est plus grand que Monaco, qui regroupe 1200 entreprises, 13 000 employés. Plus de 3 millions de marchandises transitent chaque année par Rungis, et tout ça, ça fait 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes, de marchandises qui transitent chaque année, et ça fait un total de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, on va parler évidemment de ce modèle qui est presque unique au monde et que vous exportez aussi ailleurs qu'en France. On va évoquer la souveraineté alimentaire de la France, qui ne cesse de perdre du terrain dans le concert des nations agricoles. Vous nous donnerez votre analyse sur le sujet. On va parler consommation, puisqu'on est en train de vivre ce moment important de la fin d'année. Mais d'abord, on va parler du mine de Rungis, le marché international de Rungis, qui est un modèle unique dans le monde, Gaëtan le disait. Comment on explique que ce qu'on appelle le ventre de Paris n'existe aujourd'hui qu'en France ? C'est pas vrai. Il existe partout dans le monde. Je suis président de l'Union mondiale des marchés. Il y a plus de 500 marchés de gros dans le monde. Mais c'est le plus gros qu'on explique, que ce soit en France, que ce soit né. Il se trouve que nous, on a développé une infrastructure agrologistique, c'est comme ça qu'on dit, qui est exceptionnelle. Et tout le monde veut l'avoir. C'est pour ça que j'arrive à exporter le modèle. Mais vous avez des marchés dans le nord de l'Europe, vous avez des marchés en Chine, en Amérique du Sud, vous avez évidemment des marchés dans le Club Med, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, et c'est une communauté très vivante. Donc, quand vous allez à Hambourg, à Londres ou à Barcelone, vous avez des supermarchés qui sont des marchés de gros, qui approvisionnent la ville et dont la fonction est d'être le maillon entre l'agriculture et les commerces de proximité. Et ça, c'est vraiment très important parce que quand ça n'existe pas, et il y a des pays en développement où ça n'existe pas, il y a un maillon manquant et souvent, malheureusement, les produits restent dans les champs et c'est une source de gaspillage alimentaire extrêmement forte. Il y a un tiers de la production agricole mondiale qui est gaspillée. À cause de ça. Et donc, nous, on pense qu'il faut les développer. Mais vous êtes assez diversifié, parce qu'en fait, il y a des grossistes, mais vous faites aussi de l'immobilier, enfin de la location d'entrepôts, vous avez toute une activité autour juste... Il n'y a pas juste des grossistes qui viennent et ensuite qui approvisionnent, il y a aussi tout un... C'est comme Aéroport de Paris. C'est ça. Vous avez une infrastructure. Et cette infrastructure, il faut la gérer, il faut l'entretenir, il faut la réguler, il faut la sécuriser. Et donc, évidemment, comme dans une infrastructure portuaire ou aéroportuaire, il y a une autorité qui gère tout ça. À Rungis, c'est la Cemaris. À Toulouse, qui appartient aussi à Rungis, c'est Lumine qui le fait. Et dans tous les marchés de France, il y a 25 marchés de gros en France, il y a une autorité qui est parfois très liée à la métropole ou à la collectivité territoriale, et parfois qui est totalement privatisée, comme à Lyon, où ce sont les grossistes qui détiennent le marché. Le marché. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir été au marché de Rungis, dont je fais partie, on sait qu'il y a certains piliers du marché qui sont là depuis des années, et des grossistes qui ont construit aussi le marché. Combien de temps, en moyenne, restent les grossistes qui sont présents
au marché. C'est une vie de travail. Et ce qui est formidable à Rungis, c'est que c'est un véritable ascenseur social. Et donc, un préparateur de commandes, un commercial va devenir un jour le patron de sa boîte parce que les patrons vendent leur boîte à la retraite et ils les vendent à leurs meilleurs salariés. Et donc c'est formidable de sentir qu'il y a une forme de transmission des entreprises familiales, soit évidemment génétique, mais parfois à leurs meilleurs commerciaux. Et donc ça, c'est un des gros atouts de Rungis. C'est une vocation d'être à Rungis. Alors, je disais, il y a 1200, donc il y a 1200 entreprises qui sont à Rungis. Alors, ce sont des grosses entreprises, des moyennes. Est-ce que les petits ont leur place? Est-ce qu'un petit grossiste qui pourrait venir s'installer à Rungis? D'abord, à la base, on est un marché de producteurs. Il y a plus de 300 producteurs, que ce soit des gens qui viennent au carreau des producteurs ou des grosses coopératives agricoles, il y a des agriculteurs. Ensuite, évidemment, il y a des familles de négociants. Par exemple, une des familles les plus anciennes de Rungis était aux Halles avant la création des Halles de Paris. Parce que le mine était à l'intérieur de Paris avant d'être à Rungis. Exactement. La famille Homer de Cugis, ils ont une entreprise depuis 1853. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il faut jouer des coudes pour avoir une place au marché de Rungis aujourd'hui? On est... je ne vais pas dire saturé, mais on a un très beau taux d'occupation. Et donc, c'est plus difficile. Et donc, on respecte les règles, c'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres sur les emplacements. Et si vous répondez à l'appel d'offres, vous pouvez rentrer dans le cahier des charges et être choisi. Mais c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, il faut étendre le marché de Rungis, ce que je fais au nord du marché avec la zone Seigna. Oui, parce qu'en fait, vous étiez un peu à l'étroit à Rungis, donc vous vouliez vous étendre dans le nord de Paris à partir de 2025. Le projet semble avoir pris un peu de retard. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi on peut démarrer cette année? On est un pays où il y a des enquêtes publiques. Oui. Et de la réglementation. Et de la réglementation. Donc on respecte, on gère un service public, on respecte la réglementation. On vient de sortir, on a été déclaré en 2024 projet d'intérêt général. On vient de sortir de la première enquête publique avec les bravos de tous. C'est un projet qui plaît, qui intéresse à cause de sa composante écologique, de production locale et du fait que ça va alléger l'empreinte carbone en Île-de-France de 17%. Et là, on est en train de négocier le nouveau PLU, parce que ça sera à Plan local d'urbanisme. Voilà, le plan local d'urbanisme à Goussainville. Donc, on suit chacune des étapes, et à la fin de la semaine prochaine, j'ai un copil avec le préfet pour faire avancer ce dossier. Non, c'est un dossier qui avance bien. Mais ça, les patrons qu'on reçoit ici se plaignent souvent que la lourdeur administrative française, voilà, les retarde un peu dans leur projet. Ça n'a pas été le cas forcément pour vous? Ça peut être le cas, mais on est capable de discuter, il faut dialoguer. Et quand on dialogue, on arrive à trouver des solutions. Par exemple, là, j'avais besoin de faire un parking autour de la station de métro qui se trouve à Rungis. On me disait, ah oui, il faut faire une enquête. J'ai dit, pour un parking, c'est coincé entre... Vous êtes arrangé. J'ai appelé. Et il y a des dérogations quand même en France. On va rentrer un peu. Merci Mathieu Lefebvre. On va rentrer un peu dans les rayons de ce qui se vend à Rungis. Alors, on dit que les Français mangent moins de viande, par exemple. Est-ce que l'évolution des habitudes de consommation, ça fait aussi évoluer l'offre qui est proposée à Rungis? Est-ce que ça a une influence? Bien sûr. Alors, nous, chaque année, on fait une enquête sur les tendances de consommation, parce que ce qui compte à la fin des fins, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui choisit. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qu'attend le consommateur et de le confronter avec ce qu'il fait. Malheureusement, il y a un très gros fossé. Ce qu'il attend, c'est beaucoup de santé, beaucoup de naturalité. Et après, le pouvoir d'achat. Produit sain. Ça, c'est ce qu'il attend. Et puis... Et pas cher. Sain et pas cher. Voilà. Et puis, en réalité, après, on n'est pas toujours exactement dans la cible. Alors, si vous regardez le détail, ce qui est très important de comprendre, c'est que aujourd'hui,
Les gens veulent à la fois des produits bruts, ce qui est très très bon pour Rungis, et j'en suis très heureux. Ils veulent des produits bruts pour faire du fait maison, et en même temps se développe beaucoup la restauration hors domicile. La restauration hors domicile, c'est pas uniquement la restauration, c'est les snacks, c'est les cantines, c'est les restaurants d'entreprise. Et donc, c'est une tendance de fond. Et pour Rungis, ça n'est pas mauvais, puisque nous servons beaucoup la restauration hors domicile. Justement, je crois que les restaurateurs, c'est à peu près 15 à 20% de vos clients. Aujourd'hui, les restaurateurs souffrent beaucoup, notamment depuis cet été. Est-ce que vous le ressentez sur le marché et sur ce type de clientèle-là? Alors, je pense que ça fait partie du ressenti des restaurateurs. La réalité, c'est que j'ai demandé... Vous pensez qu'ils ne vont pas si mal que ce qu'ils disent? J'ai demandé à mes équipes quels sont les tonnages en matière de restauration au premier semestre. Ils ont cru de 200 000 tonnes. Oui, donc en fait, c'est passé quelque part. Donc ça ne veut pas dire que... Évidemment, quand on est dans un cas particulier, on est 100% de la statistique. La moyenne, c'est autre chose. Il y a une croissance de la restauration hors foyer. Et d'ailleurs, 15%, c'est 15% de mes acheteurs en même temps. Les grands clients de Rungis, que sont... le commerce de détail. Non, mais les grands clients de Rungis qui distribuent aux restaurateurs, c'est Pomona, Métro, Transgourmet, les Vergers Saint-Eustache, le groupe Charrère, Mandat. Et donc, ils viennent à Rungis, ils achètent à Rungis et ils livrent la marchandise. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous investissiez dans Rungis. Alors, quels sont les nouveaux projets? Je disais tout à l'heure, c'est un monde, Rungis. Il y a des crèches, des restaurants, des pharmacies. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? D'abord, il y a de très belles réalisations. Là, on vient de livrer un restaurant haut de gamme avec Nicolas Salle à la Source. On va voir ce que ça va donner, c'est un essai. Et puis, on veut construire le pavillon de la souveraineté alimentaire. Et le pavillon de la souveraineté alimentaire, c'est un pavillon qui sera en plein marché pour représenter les produits qu'on ne trouve pas à Rungis, des produits français qu'on ne trouve pas à Rungis. Donc il s'adresse aux régions de France, à certaines marques très importantes comme la marque Auvergne, et puis également aux coopératives agricoles qui ne sont pas représentées à Rungis. Alors, on n'aurait pas pu trouver meilleure transition puisqu'on voulait parler de souveraineté alimentaire avec vous. On voit que la France agricole ne cesse de perdre du terrain sur la scène internationale. On pourrait être déficitaire pour la première fois depuis des décennies sur le plan de la balance commerciale agricole. Quelle désillusion, on a envie de dire, pour la France Effectivement, c'est une situation qui est extrêmement inquiétante. Elle résulte de quoi? D'abord, c'est pour la première fois, depuis 1978, de semestre à semestre, on a un déficit qui n'est pas... C'est-à-dire qu'on importe plus de produits alimentaires qu'on en exporte vers le reste du monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que il y a l'impact des conflits géopolitiques, il y a le problème des chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées par le Covid, puis par la guerre en Ukraine, et puis il y a notre compétitivité prix. Et donc on produit trop cher. Sans doute. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur des grandes productions qui étaient très exportatrices, comme les céréales, les grandes cultures, et le vin et les spiritueux, on est en difficulté. Parallèlement, sur l'agriculture qui se mange vraiment, celle qu'on trouve à Rungis, je ne parle pas des grandes commodités agricoles, je parle des fruits et légumes et de la viande. On reste assez bon. Et en fait, notre problème, c'est un problème de production. Quand on regarde... Donc on ne produit pas ce qu'on ne produit pas, nous l'importons. Et donc, quand on produit moins à cause de la démographie agricole, à cause de la difficulté à reprendre des terres, à cause des contraintes diverses et variées... On importe aussi des produits que nous-mêmes produisons en grande quantité.
des pommes, par exemple. On importe des pommes, il y a des pommes partout en France. Alors, quelle est la situation des pommes? Les cerises. Alors, On produit plein de cerises, maintenant on les importe. Non. Alors, sur les fruits à noyaux, en l'an 2000, on en produisait 400 000 tonnes. Aujourd'hui, en France, on en produit plus que 200 000 tonnes. Les gens mangent la même quantité de cerises. Et donc, c'est clair qu'on a, sur certaines productions, maraîchères, arboricoles, des difficultés qui sont liées sans doute à des contraintes que nous nous sommes fixées. Des contraintes réglementaires, et ça a un impact. Et puis, après, il y a le coût de la main-d'œuvre. Et deuxièmement, sur les pommes, vous dites les pommes. Ben, les pommes, on a la production de pommes la meilleure du monde. On l'exporte énormément, contrairement à ce que vous pouvez penser. Simplement, la campagne de pommes, sous le contrôle de ceux qui la font, c'est une certaine période. Et puis il y a une période où les gens continuent à manger des pommes. Et là, on les achète à l'étranger. Voilà. Le gouvernement s'était engagé ces derniers mois à simplifier la vie des agriculteurs et des chefs d'entreprise. Est-ce que vous sentez que les choses bougent? Est-ce que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, défend suffisamment notre monde agricole? Moi, je pense que la loi, la LOA, c'est comme ça qu'on l'appelle, est un véritable progrès. J'ai le sentiment, pour travailler avec des services du ministère de l'Agriculture, qu'il y a un véritable suivi des simplifications. Il y a d'autres sujets qui sont très compliqués, qui sont des complexités françaises administratives générales, genre la réglementation ICPE. Eh bien, qu'est-ce que c'est ICPE? C'est ex-Céveso, c'est comment on protège les gens de risques sanitaires majeurs. Et c'est assez compliqué. Et donc, clairement, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se contenter de la LOA. La LOA, c'est important, mais il faut qu'on ait un travail global sur la simplification administrative. Et ça, tous les chefs d'entreprise le connaissent. Par exemple, il n'est pas normal d'avoir, je vois sur le projet Agora-Lib, on va avoir 3 concertations qui vont se succéder. Est-ce que vous avez l'impression que la colère agricole, on sent que ça bouillonne, hein, on l'a vu avec la dermatose, il y a le Mercosur. Vous avez l'impression que c'est comme une filière qui vit un peu sur des charbons ardents et qu'elle peut repartir à tout moment, cette colère? D'abord, il faut bien voir que la colère, elle traduit un sentiment d'angoisse. Et ce sentiment d'angoisse, il est lié à des faits réels. Et moi, je pense que, évidemment, pour un éleveur, moi j'ai de la famille, le copain de ma fille, c'est une famille d'éleveurs, avoir cette épée de Damoclès d'abattre tout un troupeau, c'est difficile à vivre. Ça veut dire qu'ensuite, ça va être compliqué pendant une année, plusieurs années peut-être. Et c'est un tel investissement que c'est très compliqué. Ça, c'est le premier point. Mais en revanche, je pense que on a une gestion de crise sanitaire et alimentaire qui est trop centralisée dans notre pays. Si bien que ça prend tout de suite des proportions. Quand on compare ce qui s'est passé en Italie et en France sur la DNC, la dermatose nodulaire. Sur la dermatose nodulaire, je suis frappé par le fait que les Italiens ont fait vite, discret, régional, et que nous, on a fait tout de suite politique, nationale, syndicale. Si on sort de l'émotion et qu'on regarde d'un point de vue purement économique, on parle par exemple du Mercosur qui suscite aussi beaucoup d'émoi. Est-ce que d'un point de vue économique, c'est pas aussi une opportunité pour certaines filières pour aller rechercher un peu de souveraineté et de compétitivité? Moi, c'est ma thèse. Vous avez entièrement raison. Moi, c'est ma thèse. C'est que, bien sûr, il faut que le consommateur vote avec ses pieds et qu'il achète des produits français. D'ailleurs, j'en profite pour dire, achetez en ce moment du chou-fleur. Le chou-fleur... Oui, il y en a plein. Il y en a plein, c'est pas cher, on peut faire des plats géniaux, hein, vraiment, c'est facile, ça se mange même cru. Et donc, franchement, soyez solidaires
de nos agriculteurs français de Bretagne acheter du chou-fleur. Et donc, moi, je pense que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, il faut qu'il y ait un pacte France, qu'on soit unis à l'international et qu'on se batte pour exporter la France, pour exporter nos produits, comme je le fais pour Rungis. Et donc, moi, je suis content quand je vais dans les salons internationaux et que je vois des agriculteurs français qui présentent leurs produits. C'est ça le relais de croissance dont on a besoin. Alors on va parler de consommation un peu, on dit beaucoup que les Français sont un peu anxieux, qu'ils consomment moins. Est-ce que ça s'est ressenti dans les ventes avant Noël ? Non. Ça a bien marché. On a fait un très beau Noël. Alors, on a été aidé par le calendrier. Il faut reconnaître que quand on a 2 week-ends et 2 fêtes, ça va. Noël est tombé un mercredi. C'est mieux, c'est formidable. Noël qui tombe. Moi, j'adore quand Noël tombe un mercredi. C'est la semaine des 4 jeudis. Ouais, c'est bon pour le business. Et donc là, on a fait des très belles fêtes. Et c'était normal parce que les gens ont retrouvé des produits festifs. Et la base, quand même, de la fête, c'est les produits festifs beaucoup moins chers, que ce soit les huîtres, le foie gras. Oui, alors on disait que, parce que la grippe aviaire est revenue en France, on ne manque pas de foie gras pour le réveillon. Non, parce qu'on a de la chance. On a un pays formidable. On a des complexités administratives, mais aussi on a des contrôleurs. Et les services de contrôle, ils font un travail exceptionnel, il faut leur tirer un coup de chapeau. Moi, quand je vends Rungis à l'international, on exporte plus d'1 milliard de produits depuis Rungis chaque année, eh bien, qu'est-ce qu'on exporte ? On exporte la sécurité sanitaire, les contrôles, et ça, c'est quand même un très gros avantage que nous avons. Et d'ailleurs, les grossistes ont une stratégie pour essayer de stimuler les ventes. Enfin, Alors, les grossistes, ils ne cherchent pas à stimuler les ventes. Ils sont dans une situation idéale pour respecter l'offre et la demande. Quand ils ont... Il faut quand même qu'ils écoulent. Il n'y a pas de problème. On écoule tout. Il n'y a pas de gaspillage alimentaire à Rungis, on écoule tout. La réalité, c'est que on est un système, contrairement à d'autres systèmes, d'autres modèles, où clairement, chaque jour, eh bien, c'est une bataille, on vend sa production au meilleur prix, et il y a la rencontre entre l'offre et la demande. Et clairement, on n'est pas dans un système de gosse-plan, où il y a des grandes réunions commerciales dans un petit bureau de Bretagne, où on essaye d'extorquer d'un pauvre agriculteur des remises, et des remises arrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, c'est un truc, tous les jours, un service de l'État, les nouvelles du marché, publie les cours. Et on se base beaucoup sur ces cours. Oui, alors, justement, vous parlez des prix. Les distributeurs, aujourd'hui, ont commencé à négocier leurs prix avec les industriels de l'alimentaire. Et certains annonce le retour d'une guerre des prix. Est-ce que ce sujet des prix, c'est un risque pour la filière alimentaire aujourd'hui ? Moi, si vous voulez, je pense quand même qu'il faut renvoyer de la valeur aux agriculteurs. Alors, d'abord, dans les négociations commerciales, et heureusement, on a une belle industrie agroalimentaire, c'est surtout un rapport entre industrie, vous avez raison de le dire, entre industriels de l'agroalimentaire et centrales d'achat. Centrale d'achat. Je ne parle même pas de la grande distribution. Je parle de 2 choses précises. Et en fait, on a l'impression que les agriculteurs sont concernés. Ils sont souvent concernés au second plan. Au second plan. Hein, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut renvoyer de la valeur aux agriculteurs. Alors évidemment... Les Français, aujourd'hui, ne consacrent plus que 20% de leur budget, ou même moins, je crois que c'est 15% du budget à leur repas. C'est vrai. Est-ce qu'il ne faut pas qu'eux aussi prennent conscience que l'alimentation a un prix ? Ça, c'est vrai. Moi, je pense. C'est pour ça que nous, on a lancé cette année, pour le bénéfice de tous, et je ne veux pas en être propriétaire. Ça peut être le commerce de proximité, les marchés, les détaillants, la grande distribution, la première semaine du fait maison. Et donc, il faut comprendre que les produits que nous mangeons ont une valeur et un prix. Alors, évidemment, la guerre des prix a un côté déraisonnable, parce qu'à force, il y a quelqu'un qui le paye. Maintenant, évidemment, et à Rungis comme ailleurs, il faut faire des volumes dans le domaine alimentaire pour faire de la marge. Et donc, évidemment, nous respectons les entrées de gamme. Ça a beaucoup d'importance de rééquilibrer sur les entrées de gamme. En revanche, bien sûr, on est concurrencé par de nouveaux produits.
les produits de médias, les produits électroniques, le budget des ménages est fortement impacté par le logement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que représente le logement. Et moi, j'ai peur pour les jeunes demain, parce qu'on ne construit pas assez de logements. Et donc, ça va devenir de plus en plus cher. Donc, le logement, les transports, l'électricité, bien sûr, concurrence l'alimentation. Mais, vous savez, bien manger, c'est quand même un grand avantage pour la santé. Alors l'émission avance, elle touche même presque à sa fin. On va parler un peu de vous, Stéphane Layani. Vous avez fait l'ENA, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Vous auriez pu faire de la politique? Parce qu'en fait, à Rungis, c'est un peu un lieu politique, donc tout le monde y va, il s'y passe des choses proches des Français qui tiennent à cœur. C'est pas mon projet. Moi, j'ai pris une décision quand je suis arrivé à Rungis, c'est de développer ce marché, d'en faire un trésor national. Quand vous êtes patron d'une entreprise, eh bien, vous êtes responsable des sujets, vous devez écouter le terrain. C'est très important d'avoir cette relation avec ses salariés, ses clients, ses fournisseurs. Et ce projet global m'intéresse. Je ne critique pas les politiques, on en a besoin. Simplement, être patron, c'est autre chose, c'est être responsable. Vous vous rendez compte, je suis responsable de 13 000 personnes. Ça me suffit, c'est déjà pas mal. Ça suffit à votre bonheur. Vous avez l'occasion de parler des inquiétudes des salariés dont on a parlé au président de la République? Oui, ça m'arrive. Et il est toujours très intéressé de ce que je lui dis du terrain. Alors, le terrain, c'est extrêmement important. Vous l'avez dit, Rungis a cette particularité de vivre la nuit. Est-ce que vous aussi, vous devez vivre la nuit pour le diriger correctement? Eh bien, ça m'arrive trop souvent. Ouais. Et non, je suis très heureux de me lever tôt le matin. Ça vous donne une énergie fantastique au cours de la journée. Et c'est des gens qui sont heureux de faire leur métier. Il y a une bonne ambiance. Donc là, récemment, on a fait par exemple le Beaujolais Nouveau. C'était une fête à tout casser, parce que les gens, ils considèrent que vendre, c'est un acte de plaisir. Et donc, c'est très important. Moi, je trouve, sincèrement, qu'à Rungis, on a de la chance, parce que c'est pas exactement... On n'est pas dans la morosité ambiante, parce qu'on a chaque jour... Du business, c'est un peu une famille aussi. Enfin, c'est des gens qui se... C'est une famille, on se connaît, on se parle... on règle nos problèmes, on trouve des solutions. Bon, eh ben on va finir sur cette note positive, parce que cette émission est maintenant terminée. Merci Stéphane Layani, merci Olivia. Merci Gaëtan, merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le Figaro TV ou sur le site du Figaro, lefigaro.fr. À bientôt pour une nouvelle émission et pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.